Bienvenue sur la chaîne Résistance Historique. Nous allons aujourd'hui aborder une thématique très actuelle qui est celle de la Turquie d'Erdogan. L'objectif de ce double épisode est de donner une perspective historique aux agissements actuels du souverain turc. Trop souvent présenté de manière simpliste par de nombreux médias, la complexité du personnage d'Erdogan mérite de s'arrêter sur le parcours de ce dernier et de revenir sur les pans majeurs de sa politique depuis 2 décennies qui ont permis à la Turquie d'être si offensive et sûre d'elle. L'intérêt de cette mini-série est aussi d'inscrire la Turquie contemporaine dans l'influence quasi millénaire de l'Empire ottoman dans la région et de comprendre pourquoi elle s'estime légitime à influencer et déstabiliser ses territoires historiques. Dans le premier épisode, nous relèverons les points clés de l'histoire ottomane, de sa domination nette sur la région à son recul inexorable face aux puissances européennes, ce qui nous amènera au deuxième épisode et qui se concentrera pour sa part sur la stratégie globale d'Erdogan pour recouvrer son glorieux passé. Le 29 mai 1453, le sultan Mehmed II le Conquérant entre de Constantinople et parvient par la même occasion à enterrer définitivement le dernier des empires romains. Par ce succès retentissant, il entérine la place de l'Empire ottoman en tant que puissance dominante de la région. Ce succès met également en lumière la passivité des puissances occidentales pour venir au secours de l'Empire byzantin. Passivité qui résonne particulièrement à notre époque où la Turquie d'Erdogan avance ses pions en Méditerranée orientale, en Afrique du Nord et orientale, ainsi que chez ses voisins. Les Ottomans sont originaires de l'une des 24 tribus turciques conquérantes de l'Anatolie au XIe siècle. La conquête de la ville byzantine de Mokadden, en 1299, aujourd'hui nommée Bilésic, marque le début de l'Empire ottoman. Avec l'avènement du sultanat, en 1363, les chefs ottomans prennent officiellement le titre de sultan. L'expansion de l'Empire est continue, et après avoir pris Constantinople en 1453, les Ottomans s'emparent du Proche-Orient grâce à leur victoire de Merdabik en 1516 et la prise du Caire aux Mamelouks en 1517. L'Empire unifie ainsi l'Égypte et le Proche-Orient, et de ce fait, le sultan Sélim, dit le Terrible, devient à la fois sultan et calife, et prend le titre de gardien des 2 mosquées saintes de l'islam, que sont la Mecque et Médine. Par cette victoire, il détient désormais les pouvoirs temporels et spirituels. Du règne de Mehmed II à celui de Soliman le Magnifique, soit de 1451 à 1566, les Ottomans contrôlent les Balkans, une partie de l'Europe centrale, le Moyen-Orient, ainsi que l'Afrique du Nord, à l'exception du Royaume du Maroc, et connaissent ainsi leur apogée. S'ensuit une phase plus complexe, propre à tous les empires, qui est celle des premières grandes défaites. En octobre 1571, les Ottomans sont défaits lors de la bataille de Lépante, dans le golfe de Patra, sur la côte occidentale de la Grèce, par la Sainte Ligue, fondée à l'initiative du pape Pie V. Cette Sainte Ligue est principalement composée des forces vénitiennes et espagnoles. C'est un coup d'arrêt porté à l'expansionnisme ottoman. L'amiral turc Ali Pacha en fera les frais et sera décapité. La bataille de Vienne du 12 septembre 1683, qui met fin au second siège de Vienne par les Ottomans, marque elle le début de la phase de reconquête des Habsbourg en Europe centrale. La montée en puissance de l'État russe fait apparaître un nouveau rival de poids au nord et à l'est de l'Empire. Progressivement, l'Empire ottoman devient le théâtre de confrontation sur lequel occidentaux et russes jouent de leurs intérêts. Cette implication des puissances européennes en territoire ottoman sera nommée la question d'Orient. Cette influence grandissante des puissances étrangères se caractérise par des pressions sur les populations locales, se traduisant par des soutiens clairs, comme lors de l'indépendance de la Grèce, en 1829. L'Empire ne reste pas sans réagir et tente de se réformer. De 1839 à 1876, vient l'ère des Tanzimat, qui signifie réorganisation en turc-ottoman. Ces Tanzimat visent à restaurer la splendeur ottomane ainsi que la force de l'islam. Si ces réformes n'ont pas l'effet immédiat escompté, c'est-à-dire celui de permettre à l'Empire de faire face sur tous les fronts, c'est le fruit de ce travail qui permettra de former la future élite des jeunes Turcs révolutionnaires de 1908, puis celle de la République laïque turque. La période des Tanzimat voit la création d'une constitution de l'Empire ottoman en 1876, qui mettra en place un parlement bicaméral. Cette même constitution sera suspendue 2 ans plus tard, face aux vives critiques du pouvoir auquel fait face le sultan Abdülhamid II
de la part des religieux et des conservateurs, notamment en raison de la gestion de la guerre russo-turque de 1877 à 1878. La défaite ottomane contraint le sultan à reconnaître la suprématie russe dans les régions à majorité slave et orthodoxe des Balkans, ainsi que de concéder de nombreux territoires et d'accéder à la volonté d'émancipation de plusieurs États balkaniques. Le traité de Berlin de l'été 1878, qui règle définitivement ce conflit et le partage des territoires, tient un rôle important dans le déclenchement des guerres balkaniques du XXe siècle et par résonance, celui de la Première Guerre mondiale. Le délitement de l'Empire continue et les mouvements d'indépendance prospèrent. Européens et Russes gagnent du terrain et les nouveaux États indépendants, comme la Grèce, se permettent même le luxe d'annexer des territoires. L'influence des Occidentaux, elle, ne se limite pas à la prise de territoire et au soutien des mouvements d'émancipation. Le domaine religieux est ainsi concerné avec la volonté de protection des communautés chrétiennes, par la France, l'Italie et la Russie. L'économie et la logistique du pays le sont aussi grâce aux capitaux européens, qui contrôlent les sociétés ottomanes, ainsi que tout type de construction d'infrastructures. En juillet 1908, la révolution des jeunes Turcs restaure la constitution de 1876 et inaugure la politique multipartite. Ce mouvement est formé à partir de 1889 par 4 étudiants de l'école de médecine militaire de Constantinople. Il va se répandre et faire émerger une nouvelle élite libérale, ottomane, inscrite dans l'esprit des réformes des Tanzimat. C'est aussi l'ingérence étrangère dans les affaires de l'Empire qui est dénoncée par ce mouvement. On croit en la possibilité d'une réconciliation nationale et à une régénération de l'Empire. Mais cette nouvelle déstabilisation profite aux Occidentaux et aux États balkaniques, qui continuent de se partager les territoires. Le comité Union et Progrès, principale entité du mouvement des jeunes Turcs, s'affirme et obtient la majorité au Parlement. Il veut gommer les différentes nationalités de l'Empire et les différences entre les populations. C'est un véritable programme de turquification qui est mis en place. Le Kube devient autoritaire et perd progressivement son orientation libérale. Arrive la Première Guerre mondiale et le choix des Ottomans de rejoindre les empires centraux. Cette nouvelle défaite inscrit l'Empire ottoman dans son dernier chapitre. Son territoire est réduit à l'Anatolie et à Constantinople, et de 1920 à 1922, il doit même se battre pour ne pas perdre d'autres territoires que le traité de Sèvres avait accordé aux Grecs. La victoire des nationalistes turcs, menée par Mustafa Kemal, aboutit au traité de Lausanne de 1923, qui voit les Grecs devoir renoncer aux territoires d'Asie mineure et de Thrace orientale, et ne conserver que les îles de la mer Égée. Le 2 novembre 1922, le sultanat est aboli, et le 29 octobre 1923, la République turque est proclamée. Le très populaire Mustafa Kemal est élu, il dirigera la Turquie jusqu'en 1938. Il entreprend une politique de modernisation et de laïcisation de l'État turc. On assiste à une inversion de la conception de l'État, déjà initiée par le mouvement de 1908. D'un empire musulman multiethnique, la Turquie devient un État nationaliste et laïque. Le règne de Mustafa Kemal, s'il signe un essor turc indéniable, est caractérisé par des politiques de répression féroces envers les Kurdes, les Arméniens, les colonies grecques et la population juive. La basilique byzantine Sainte-Sophie, devenue mosquée sous les Ottomans, est reconvertie en musée par le leader turc. Lors du second conflit mondial, la Turquie restera globalement neutre. Elle signera un pacte d'amitié turco-allemand, le 18 juin 1941, mais rentrera aux guerres aux côtés des Alliés en février 1945. S'ensuivent 5 décennies d'alternance entre mouvements militaires conservateurs et panturquistes, s'inscrivant dans la lignée kémaliste, et mouvements démocrates, qui céderont aux exigences des religieux en échange de leur appui afin d'arriver au pouvoir. Militairement, la Turquie rejoint l'OTAN en 1952, et de ce fait le camp américain lors de la guerre froide. Elle lui apportera son concours lors de la guerre de Corée de 1950 à 1953. La Turquie sera également impliquée à Chypre. Son offensive du 20 juillet 1974 est connue sous le nom de Code Opération Attila, et permettra à l'armée turque de prendre le contrôle de 38% du territoire chypriote. Cette offensive est justifiée par la protection des intérêts de la communauté turque de l'île. En décembre 1997, le Conseil européen décide de ne pas retenir la candidature turque concernant son adhésion à l'Union européenne. Si cette décision est très mal perçue par l'opinion publique, il n'en demeure pas moins que la Turquie ne fait pas suffisamment d'efforts pour assembler les conditions nécessaires à cette adhésion. En décembre 1999, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union reconnaissent le statut de candidat à l'adhésion de la Turquie. Néanmoins, les réformes engagées demeurent timides et ressemblent bien souvent à du camouflage. À l'heure actuelle et au vu des événements récents, les négociations sont au point mort. Il existe tout de même 3 accords entre l'Union et la Turquie.
Les accords d'Ankara, signés en septembre 1963, créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie. L'union douanière, entre l'Union européenne et la Turquie, créée en décembre 1995. Et les protocoles d'Ankara, de juillet 2005, qui prolongent l'accord de 1963. Comme nous l'avons vu dans cet épisode, la zone d'influence ottomane s'est substituée à l'influence byzantine. De l'Europe à l'Orient, les Ottomans ont, durant plusieurs siècles, affirmé leur supériorité et inscrit leur héritier turc dans une tradition de contrôle sur ces régions. Progressivement repoussé et dépassé par ses adversaires, l'Empire s'est vu réduit à un espace défini, de Constantinople au plateau anatolien, permettant ainsi aux populations soumises de reprendre en main leur destinée. De fait, la Turquie, héritière de l'Empire, n'a pu qu'accepter être le spectateur impuissant d'influences diverses. L'hégémonie occidentale étant mise à mal, certains dirigeants et penseurs turcs se sont sentis légitimes pour, à nouveau, exercer leur autorité sur l'avenir des populations de l'ex-empire. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Erdogan et ses alliés ont réussi, méthodiquement et avec une certaine part de chance, à réhabiliter la Turquie en s'arrogeant le pouvoir national et en se jouant des faiblesses de ses adversaires régionaux. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Résistance historique.